Parfois, il suffit d'un peu de curiosité pour découvrir les choses les plus étranges. Et lorsque nous le faisons, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses, car certaines de ces découvertes défient la compréhension et l'explication humaine, depuis des artefacts mystérieux jusqu'à des découvertes inquiétantes. Dans cette vidéo, nous révélerons des découvertes archéologiques effrayantes qui ne devraient pas exister. Numéro 1. Les explorations d'anciens mystères révèlent souvent des reliques fascinantes, et le cœur d'un saint est une découverte troublante tout droit sortie d'un thriller. Dans un épisode de vol choquant et bizarre, le cœur de Saint Laurence O'Toole a été volé dans la cathédrale Christ Church de Dublin en 2012. Ce vol audacieux a été méticuleusement planifié, le voleur s'est caché pendant la nuit dans la cathédrale avant d'accomplir son exploit audacieux. Avec des couteaux à la main, il a réussi à ouvrir les barres de fer qui protégeaient la boîte en bois où était conservé le cœur du saint. Dans un acte curieux et quelque peu effrayant, il alluma 2 bougies sur l'autel de la Trinité avant de s'enfuir. Au moment du vol, le très révérend Dermodden, doyen de Christ Church, soulignait que, même si la relique n'avait aucune valeur financière, il s'agissait d'un trésor inestimable reliant la fondation actuelle de la cathédrale à sa figure fondatrice, Saint Laurence O'Toole. Ce saint, nommé archevêque de Dublin en 1162, mourut en Normandie en 1180 et fut canonisé en 1225, célèbre pour les miracles associés à son tombeau. Son cœur était retourné en Irlande et était exposé dans la chapelle Saint-Laurent. 6 ans après le vol, l'histoire prend une tournure inattendue lorsque la police irlandaise fait une avancée cruciale dans l'enquête. Elle retrouve la relique à Phoenix Park, après une minutieuse opération de surveillance. Le cœur a été restitué à la cathédrale Christ Church, mais malgré les preuves médico-légales, notamment l'analyse des empreintes digitales, aucune arrestation n'a encore été effectuée en lien avec ce crime étonnant. Numéro 2. Les bronzes de Rias, également connus sous le nom de guerriers de Rias, sont l'une des découvertes les plus impressionnantes de l'art grec ancien, représentant une rare survivance de statues en bronze grandeur nature de l'Antiquité. Découverte en 1972 par Stefano Mariottini, chimiste romain, ces 2 statues représentent des guerriers barbus, l'une semble être un jeune homme et l'autre un homme plus âgé. On estime qu'ils datent entre 460 et 450 avant JC, à l'apogée de la Grèce classique. Mariottini a fait sa découverte en pêchant dans la mer Ionienne, près de Rias, une petite ville du sud de l'Italie. Au début, il crut avoir trouvé un cadavre, mais en y regardant de plus près, il réalisa qu'il s'agissait d'une des statues. L'importance de leur découverte est devenue évidente, car les bronzes grecs grandeur nature sont extrêmement rares, la plupart ont été fondus au fil des siècles pour leur métal précieux, entraînant la perte d'innombrables chefs-d'œuvre. Après avoir contacté les autorités locales, les statues ont été récupérées dans les fonds marins, même si elles n'auraient pas été manipulées avec le soin nécessaire. Pendant près d'une décennie, les bronzes de Rias sont restés cachés au public tandis que des experts les nettoyaient, les restauraient et les étudiaient méticuleusement. Ils furent finalement présentés au public en 1981, attirant immédiatement l'attention de plus d'1 million de visiteurs venus admirer ces extraordinaires vestiges de la Grèce antique. Cependant, le mystère de la façon dont ces statues grecques ont fini dans la mer Ionienne, au large des côtes italiennes, reste entier. Numéro 3. En 2022, un groupe d'archéologues au Guatemala a mis au jour les restes d'une cité maya cachée depuis des siècles sous la jungle. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'utilisation de la technologie d'imagerie radar, qui a permis aux chercheurs d'identifier des structures et des routes anciennes qui étaient auparavant invisibles à l'œil nu. Les vestiges comprennent des pyramides, des places et une série de bâtiments qui feraient partie d'un important complexe urbain à l'époque classique de la civilisation maya. Parmi les découvertes les plus intrigantes figurent des hiéroglyphes et des artefacts qui suggèrent que cette ville était un centre culturel et religieux important.
la découverte fournit non seulement des informations sur l'architecture et l'urbanisme des Mayas, mais révèle également des aspects de leur vie quotidienne, de leur organisation sociale et de leur histoire. À mesure que les fouilles se poursuivent, les archéologues espèrent en apprendre davantage sur cette civilisation fascinante et son héritage dans la région. Les deux découvertes sont des exemples étonnants de la manière dont l'archéologie peut révéler des secrets cachés et offrir de nouvelles perspectives sur les cultures anciennes qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Numéro 4. En 2020, une découverte fascinante a eu lieu dans la région de Megiddo en Israël, où des archéologues ont mis au jour une ville antique datant de l'âge du bronze. Cette découverte est importante non seulement en raison de l'ampleur de la ville, mais également en raison des nombreux artefacts qui témoignent de son importance religieuse. Les chercheurs ont trouvé des autels et des objets de culte qui suggèrent que ce lieu aurait pu être un centre religieux important à son époque. La ville révèle un urbanisme surprenant pour l'époque, remettant en question les perceptions antérieures de l'organisation sociale et architecturale du Proche-Orient ancien. Ce site archéologique, caché sous des couches de terre et de décombres depuis des millénaires, met en lumière les pratiques et les croyances des civilisations qui peuplaient la région. La découverte a été faite par une équipe d'archéologues lors de fouilles programmées. En mettant au jour les structures et les artefacts, ils ont réalisé que ce site n'était pas seulement un établissement, mais qu'il avait également un caractère sacré, reflétant l'intersection entre la vie quotidienne et la spiritualité à l'âge du bronze. Les chercheurs continuent d'étudier le site pour mieux comprendre la vie et les croyances des personnes qui y vivaient. Cette découverte met en évidence l'importance de Megiddo en tant que point clé de l'histoire ancienne et souligne la valeur de l'archéologie pour révéler le riche patrimoine culturel de l'humanité. À mesure que de nouveaux aspects de cette ville antique sont explorés, les connaissances sur son histoire et sa pertinence dans le contexte de l'âge du bronze continuent de croître, promettant de nouvelles révélations intrigantes dans le futur. Numéro 5. Peu de légendes fascinent autant l'imagination qu'Eldorado, une mythique cité d'or que l'on dit cachée au cœur des Amériques. L'Eldorado, originaire des traditions muiscas de Colombie, était associé à des richesses incalculables et sans précédent. Pendant des années, les explorateurs européens, inspirés par les récits de conquête et de pillage des civilisations aztèques et incas, ont entrepris de périlleux voyages dans des territoires inexplorés à la recherche de cette métropole légendaire. L'attrait d'Eldorado est né des réalités de la conquête espagnole dans les Amériques. Le pillage des cultures indigènes, qui a produit d'énormes quantités d'or et d'autres richesses rares, a alimenté l'hypothèse selon laquelle des fortunes encore plus importantes étaient cachées quelque part dans les vastes étendues du Nouveau Monde. Le terme « Eldorado » est dérivé du rituel muisca de « l'homme d'or », dans lequel un chef était décoré de poussière d'or et d'offrandes sacrées avant d'être cérémonieusement jeté dans le lac Gatavita. Cette pratique, observée par les conquistadors espagnols, a cimenté l'idée d'une ville entièrement recouverte d'or. L'une des missions les plus remarquables à la recherche de l'Eldorado a été dirigée par Gonzalo Pizarro. Pizarro et ses troupes partent de Cusco, au Pérou, dans la dangereuse forêt amazonienne, faisant face à d'énormes obstacles, notamment un terrain accidenté, des maladies et la résistance des tribus. Malgré des recherches approfondies et des interrogatoires sévères de la population indigène, l'expédition n'a pu trouver aucune preuve tangible de la ville mythique. Le groupe s'est dispersé et Francisco de Orellana a continué à descendre le fleuve Amazone, devenant finalement le premier Européen à le traverser entièrement. Les descriptions d'Orellana des villes indigènes et des puissantes femmes amazoniennes ont stimulé l'imagination européenne, même si elles n'ont pas atteint les richesses promises par Eldorado. Les historiens sont devenus de plus en plus sceptiques quant à l'existence de l'Eldorado sur la base des rapports européens. L'Amazonie était considérée comme impropre aux civilisations à grande échelle, et beaucoup ont rejeté les histoires d'Orellana comme des exagérations créées pour plaire à la couronne espagnole et éviter les accusations d'abandon de Pizarro. Cependant,
des découvertes archéologiques ultérieures remettent en question cette vision. Les fouilles près du cours supérieur du fleuve Ing ont révélé d'énormes terrassements et routes indiquant d'importantes populations précolombiennes. Les géoglyphes observés depuis les satellites indiquent un réseau de villages interdépendants s'étendant sur des milliers de kilomètres, compliquant notre compréhension de l'histoire de la région. Cependant, ces découvertes ne reflètent pas la majesté de l'Eldorado. Les tactiques autochtones visant à tromper les envahisseurs ont probablement alimenté le mythe, décrivant la ville comme toujours hors de portée. Malgré cela, la fascination pour les villes oubliées continue de pousser des explorateurs comme Percy Fawcett à plonger dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de la ville de Z. Numéro 6. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, construit vers 3200 avant JC. Il fait partie du complexe Brunabouan, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombes de Knowth et d'Oth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme, utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant son utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 7. La ville-forteresse de Machu Picchu est l'une des découvertes les plus charmantes faites au Pérou. Cette ville rocheuse a été découverte pour la première fois en 1911 par l'historien et explorateur américain Hiram Bingham. Depuis lors, plusieurs découvertes fascinantes ont été faites ici, mais la plus excitante d'entre elles est peut-être la porte secrète découverte en 2010. C'est l'ingénieur français Thierry Jamin qui a été le premier à remarquer cette porte fermée dans la partie urbaine du Machu Picchu. Excité de découvrir quel mystère se cachait derrière ces portes, Jamin a contacté l'explorateur français David Crespi pour enquêter. Crespi avait apporté avec lui un équipement spécial qui utilisait des rayons infrarouges pour scanner les pierres épaisses afin qu'il puisse au moins savoir ce qui se cachait derrière cette porte en pierre. Lorsqu'ils l'ont finalement scanné, ce qu'ils ont découvert était assez surprenant. Crespi et Jamin avaient localisé un mausolée spécial auquel on pouvait accéder par un escalier qui partait directement de cette porte. On pensait que c'était le dernier lieu de repos de Pachacutec, le souverain inca qui a ordonné la construction du Machu Picchu. Mais cerise sur le gâteau, ils ont également découvert un trésor de métaux précieux à l'intérieur du mausolée.
Leur excitation ne pouvait être contenue, et sans perdre de temps, Crespi et Jamin envoyèrent des demandes d'autorisation pour retirer les pierres recouvrant la porte et examiner ce qu'il y avait à l'intérieur de la grotte. Malheureusement, sa demande a été refusée. Les autorités du Machu Picchu ont affirmé que le retrait des pierres compromettrait l'intégrité de l'ensemble de la structure, ce qui signifie que l'ensemble pourrait s'effondrer. Et comme ils ne voulaient pas prendre ce risque, les fouilles ont été annulées. Numéro 8. La Nouvelle-Zélande est connue pour ses paysages époustouflants, sa riche culture maori et son histoire géologique unique. Cependant, parmi les forêts luxuriantes de l'île du Nord, à proximité du majestueux lac Taupo, se trouve une structure énigmatique qui déroute les archéologues, les géologues et les passionnés d'histoire depuis des années, le mur de Kemanawa. Cette mystérieuse formation de blocs de pierre, à l'apparence presque artificielle, a été au centre d'intenses débats sur son origine, sa fonction et son importance dans l'histoire de la région. Le mur de Kemanawa est situé au cœur de la forêt de Kemanawa, une vaste étendue sauvage intacte sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Cette forêt fait partie d'une région montagneuse isolée, caractérisée par une végétation dense, un terrain accidenté et un accès limité. Pour accéder au mur de Kemanawa, il faut emprunter des sentiers peu fréquentés et, dans certains cas, emprunter des sentiers que seuls les aventuriers les plus intrépides osent emprunter. Cet emplacement isolé a contribué au mystère qui entoure la structure, car seul un petit nombre de personnes ont eu l'occasion de la voir de près. La proximité du mur de Kemanawa avec le lac Taupo, le plus grand lac de Nouvelle-Zélande et vestige d'une caldeira volcanique, ajoute une couche supplémentaire d'intrigue géologique à la région. L'environnement environnant est imprégné d'histoire naturelle, avec des couches de cendres volcaniques et des formations géologiques uniques datant de plusieurs milliers d'années. C'est dans ce contexte naturel impressionnant et chargé d'histoire que se situe le mur de Kemanawa, comme s'il s'agissait d'une pièce de plus d'un puzzle géologique et culturel qui reste encore à résoudre. Le mur de Kemanawa est, à première vue, une formation de blocs de pierre étonnamment organisés. Les blocs, de taille variable, sont disposés selon ce qui semble être un motif régulier, avec des bords droits et des faces plates qui ressemblent à des murs construits par d'anciennes civilisations humaines. Cette apparence, artificielle, est ce qui a suscité tant de débats et de fascination. Les blocs sont alignés selon une formation qui semble horizontale, et certains observateurs ont noté que les angles entre les blocs sont remarquablement précis, presque comme s'ils avaient été délibérément sculptés pour s'adapter à cette forme. Le mur n'est pas extrêmement haut, mais son étendue horizontale et la façon dont les blocs sont empilés le distinguent dans l'environnement naturel. Cette conception organisée contraste avec les formations rocheuses naturelles de la région, qui ont tendance à être plus irrégulières et chaotiques. Une caractéristique qui en a intrigué beaucoup est l'absence apparente de marques d'outils sur les blocs de pierre. Si le mur de Kemanawa était artificiel, on s'attendrait à une certaine forme de preuve du travail humain, comme des marques de burin ou des coupes précises. Cependant, ces marques ne sont pas présentes, ce qui amène certains à se demander s'il pourrait réellement s'agir d'une formation naturelle ressemblant simplement à une structure artificielle. L'un des débats les plus intenses sur le mur de Kemanawa est de savoir s'il s'agit d'une formation naturelle ou d'une structure artificielle. Cette question a divisé la communauté archéologique et géologique, avec des débats passionnés des deux côtés. Ceux qui soutiennent l'idée que le mur de Kemanawa est une structure artificielle soulignent les lignes droites et la disposition ordonnée des blocs comme preuve de l'intervention humaine. Ils soutiennent qu'il est peu probable qu'un processus naturel puisse créer une telle formation organisée, en particulier avec la précision apparente des angles et la planéité des faces des blocs. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de mur ou de structure défensive construite par une ancienne civilisation qui habitait la région avant l'arrivée des Maoris. D'un autre côté, de nombreux géologues et scientifiques soutiennent que le mur de Kemanawa est une formation naturelle.
Il souligne que des processus géologiques tels que l'exfoliation, où les couches de roche se détachent en feuilles en raison de la dilatation et de la contraction thermique, sont la cause probable de l'apparence du mur. Selon cette théorie, l'aspect organisé du mur de Kemanawa serait le résultat de la fracturation naturelle de la roche en blocs géométriques, un phénomène qui, bien que rare, n'est pas inconnu en géologie. Pour ceux qui croient que le mur de Kemanawa est une structure artificielle, l'une des théories les plus intrigantes est qu'il pourrait être l'œuvre d'une civilisation pré-maori inconnue. Cette théorie suggère qu'avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, il pourrait y avoir eu une culture avancée qui a laissé sa marque sur la région à travers des constructions telles que le mur de Kemanawa. Certains partisans de cette idée évoquent des légendes et des mythes d'autres groupes polynésiens, ainsi que des parallèles possibles avec des structures mégalithiques d'autres parties du monde, comme les murs de Sacsayhuaman au Pérou. Cependant, à ce jour, aucune preuve archéologique concluante n'a été trouvée pour soutenir l'existence d'une civilisation avancée en Nouvelle-Zélande avant les Maoris. Cette théorie soulève également des questions sur la façon dont une civilisation aussi ancienne et avancée aurait pu disparaître sans laisser de traces claires, hormis des structures comme le mur de Kemanawa. L'absence d'artefacts, de restes humains ou de preuves de peuplement dans la région rend cette théorie difficile à prouver, mais en même temps, elle maintient le mystère vivant. Au fil des années, plusieurs équipes de scientifiques et de géologues ont étudié le mur de Kemanawa pour tenter d'en découvrir l'origine. La plupart de ces études ont conclu que la structure est d'origine naturelle, malgré son aspect inhabituel. L'analyse géologique a suggéré que le mur de Kemanawa pourrait être le résultat d'un type de formation connu sous le nom de « joint de colonne » ou de « fracture de colonne », un phénomène dans lequel la lave refroidie se fracture en colonnes verticales ou horizontales. Ce processus peut créer des blocs de roche qui ressemblent à des briques ou à des blocs sculptés, comme cela a été observé ailleurs dans le monde, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord. Cependant, malgré ces explications scientifiques, l'aspect, trop parfait, du mur de Kemanawa continue de susciter des doutes. Les sceptiques de la théorie naturaliste soutiennent que la précision des angles et l'alignement des blocs sont trop exacts pour être complètement naturels, ce qui suggère que l'histoire du mur de Kemanawa pourrait contenir bien plus que ce que la science conventionnelle a pu expliquer jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que le mur de Kemanawa ne semble pas avoir de signification particulière dans la mythologie ou les légendes maoris. Les Maoris, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, ont une riche tradition orale qui comprend des histoires sur leurs ancêtres et les dieux qui ont créé la Terre. Cependant, il n'y a aucune mention spécifique du mur de Kemanawa dans ces traditions. Cela a conduit certains à spéculer que, si le mur de Kemanawa était effectivement une structure artificielle, il aurait pu être construit avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, ce qui renforcerait la théorie d'une civilisation pré-maori. D'un autre côté, le manque de références culturelles pourrait également conforter la théorie selon laquelle la structure serait simplement une formation géologique naturelle, puisque les Maoris n'auraient eu aucune raison de l'inclure dans leur récit s'ils ne la considéraient pas comme significative. Numéro 9. Imaginez un endroit où le temps semble s'être arrêté, un vaste complexe de temples cachés dans la jungle dense du Cambodge. C'est Angkor Wat, le cœur d'un ancien empire et l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques au monde. Son nom résonne avec des histoires de dieux et de rois, des murmures de civilisations perdues et des mystères non résolus. Construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat n'est pas seulement un temple, mais une ville entière qui était autrefois le centre de l'Empire Khmer. Vu du ciel, le complexe ressemble à un gigantesque mandala, symbole sacré de l'hindouisme et du bouddhisme, avec ses 5 tours centrales s'élevant comme les sommets d'une montagne mythique. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se cache entre ces murs. En entrant dans Angkor Wat, vous êtes accueillis par de vastes bas-reliefs racontant des histoires épiques de la mythologie hindoue et les exploits des anciens rois Khmer. Chaque pierre semble raconter une histoire, chaque ombre cache un secret.
Des couloirs sombres et labyrinthiques vous mènent à des sanctuaires silencieux, où la lumière du soleil pénètre à peine et où les statues de divinités oubliées vous regardent avec des yeux de pierre. Mais Angkor Wat est plus qu'un monument à la grandeur passée, c'est un lieu vivant, enveloppé dans une atmosphère de mystère et d'émerveillement. La jungle, reprenant lentement sa domination, enveloppe les temples de ses racines, créant un paysage surréaliste où nature et architecture se fondent dans une danse éternelle. On dit que le complexe est le reflet du mont Méru, le centre de l'univers dans la cosmologie hindoue, et lorsque vous vous promenez dans ces jardins, vous avez l'impression d'avoir franchi le seuil d'un autre monde. Les explorateurs et les archéologues ont passé des décennies à tenter de percer les secrets d'Angkor Wat. Comment une structure aussi monumentale a-t-elle pu être construite sans technologie moderne? Qu'est-ce qui a conduit à la disparition soudaine de cette civilisation prospère? Chaque découverte semble soulever plus de questions que de réponses, alimentant l'intrigue et l'aura de mystère qui entoure ce lieu.